La lutte à la pauvreté est un combat de tous les instants devant la ténacité des préjugés. L'organisme Concept, qui aide les familles et les personnes en situation de pauvreté à améliorer leurs conditions de vie, a eu l'idée de rendre, en images et en témoignages, la réalité et les défis quotidiens auxquels ces personnes font face. Cette deuxième de 6 émissions sera consacrée à la question du logement. Est-ce que tu as subi une importante hausse de loyer dans les dernières années? Pas à peu près. L'année passée, ils ont changé les ouvertures. Fait qu'on va payer les ouvertures, 30 pièces de plus. Puis cette année, il m'est arrivé, j'ai été mêlé, je pensais qu'il m'augmentait de 4,6, mais il était à 6,4. J'aurais dû allumer plus vite parce que 6,4, je pense que c'était exagéré. Puis ça a fait 38 pièces. 30 pièces l'année passée, ça fait 68 pièces. Là, j'étais en train de me dire, je calculais, là, tu sais, au fur d'une année à l'autre, là, j'ai dit, barouette, tu vas lui donner mon chèque, ça continue. J'ai l'impression que ça va continuer à augmenter, là. Augmenter. À un moment donné, je pense que les premiers touchés, c'est nous autres, là, c'est sûr. Là, moi, ça fait pas longtemps que je suis pas sur l'aide sociale, j'avais 800, là, puis il ne fallait pas que j'aille un imprévu, là. Là, ça ne marchait plus, je pleurais. Quand il y a des hausses, même si c'est des petites hausses, est-ce que ça t'oblige à réorganiser ton budget, à faire des coupures? Le temps que j'étais sur l'aide sociale, oui. Mais là, je suis rendue à ma pension et j'ai un peu plus de sous pour payer mes affaires. Fait que les hausses de logement me font moins peur, hein, parce que je suis capable de le rencontrer. Il y a moins de logements disponibles, donc ça crée un effet de rareté et les propriétaires cherchent toujours à avoir de plus en plus de profit avec leur loyer. Et on voit de plus en plus de hausses de loyers abusives, mais aussi à la base, les taux sont très élevés. Les taux légaux qui sont émis par le tribunal administratif du logement sont très élevés. En fait, c'est les plus hauts taux depuis 30 ans. Bien, le logement, en fait, c'est un des premiers droits fondamentaux, puis c'est un des déterminants de la santé, et c'est un des premiers déterminants de la santé. Donc, si on n'a pas d'un habitat qui correspond à nos besoins, bien, notre santé est directement atteinte. Le logement, c'est un droit fondamental universel. Tout être humain a le droit d'avoir un habitat qui correspond à ses besoins, à la hauteur aussi de ses revenus. Le logement est un enjeu social primordial. Encore plus depuis que nous vivons la crise du logement. Le Centre de recherche sociale appliquée a mené une grande étude avec l'aide de plusieurs partenaires et les constats qu'ils font sont fondamentaux. Le CRSA, ça s'appelle le Centre de recherche sociale appliquée. C'est un organisme communautaire autonome qui fait de la recherche, dont la mission est d'outiller les organisations, de les accompagner dans des processus de recherche, d'évaluation, de transfert des connaissances. Donc, nous, on essaie de soutenir l'action par la recherche. On a voulu faire un état de situation sur le logement. On a voulu s'intéresser plus particulièrement aux groupes de population qui sont plus vulnérables, les personnes en très grande situation de pauvreté, les personnes aînées, les femmes qui fuient la violence, les personnes qui vivent de l'itinérance. Beaucoup de monde qui se sont mobilisés pour en savoir plus sur les enjeux du logement, la crise qu'on vit actuellement. On s'est retrouvés aussi dans la crise du logement pendant la recherche. Donc, c'était encore plus chaud, là, les enjeux qu'on traitait, plus criants. Donc, qu'est-ce qu'on apprend par les résultats de cette étude-là? Bien, d'abord, il faut savoir que cette crise-là du logement qu'on vit en Mauricie, c'est la plus importante crise depuis les 19 dernières années. Elle n'a jamais été aussi grande. Ça veut dire que le manque de logement est criant. C'est en bas de 1 là, de disponibilité de logement. C'est très rare que c'est arrivé. Puis aussi, c'est plus large que juste le logement très abordable. La crise du logement, elle s'étend à toute la population, à moyen revenu, à revenu modeste. Et puis, il n'y a pas de logement pour les personnes seules. Par exemple, dans les HLM, c'est plus des HLM pour les personnes aînées et pour les familles. Il manque de logements pour les personnes seules. Les personnes seules, on les retrouvait beaucoup en chambre, dans les maisons de chambre. Et ça aussi, il y a du démantèlement dans les maisons de chambre. Et les maisons de chambre ont augmenté énormément, ce qui fait que même ces lieux-là, une chambre, c'est rendu pas accessible pour une personne seule. Il y a d'autres personnes aussi qui sont affectées, les familles immigrantes qui ont besoin de grands logements, les familles autochtones aussi qui ont besoin de grands logements. Il y a
peu de logements pour ces personnes-là. On a remarqué aussi dans cette étude-là que les personnes aînées s'appauvrissent vraiment beaucoup. On les retrouve de plus en plus dans les chambres. Les travailleurs de rue nous font observer qu'à Trois-Rivières, par exemple, il y a à peu près 1000 chambres, là, 1000 lieux où est-ce que c'est juste des chambres. Et puis, il y a de plus en plus de personnes aînées qui vivent dans ces lieux-là. Donc, parce qu'elles n'ont pas les moyens d'aller dans un loyer, tout simplement, elles sont trop pauvres. Et elles veulent quand même se rapprocher des services, donc elles font ces choix-là. On sait aussi que les résidences pour personnes âgées ferment. Il y en a beaucoup qui ont fermé à Mauricie. Et il faut savoir que les résidences qui ferment, ce sont les petites résidences. Et souvent, ce sont des personnes aînées à faible revenu qui vivent dans ces résidences-là. Au Québec, là, il y a juste 13 % des résidences pour personnes aînées qui coûtent 1 100 $ et moins. Tout le reste, là, ça va jusqu'à 4 000 $ par mois. Ça fait en sorte qu'il y a des gens qui vivent dans leur voiture. Moi, j'ai entendu dans différents territoires, parce qu'on s'est promené dans toutes les MRC de la Mauricie, bien, il y a des jeunes qui vivent dans leur voiture, il y a des personnes aînées qui vivent dans leur voiture, des immigrants qui vivent dans leur voiture, donc qui squattent un ami, un parent, une nuit, une autre nuit ailleurs, donc ils sont en très grande instabilité résidentielle. Ça a des effets importants sur la santé mentale des personnes, puis la santé physique aussi des personnes, leur sécurité aussi. La crise du logement, c'est pas juste le nombre de logements qu'on retrouve sur le marché, mais c'est aussi les impacts d'une pénurie, en fait, d'accessibilité. Donc, on voit dans les dernières années une diminution des logements abordables, dits abordables, mais entre autres social. On sait qu'il y a un débalancement entre le logement qui est sur marché privé, puis le logement sur le social. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a 90 % de logements au Québec qui est issus du marché privé, ce qui fait que les gens qui sont à faible revenu, qui sont les plus vulnérables, se retrouvent avec très peu d'accessibilité. Entre autres, ici, à Trois-Rivières, on a un taux d'inoccupation qui atteint le 0,4 au Canada. Donc, c'est la ville où il y a le moins de logements accessibles. C'est important de faire la différence entre un logement social et abordable, puisqu'on a tendance à avoir des gouvernements qui mélangent ou qui peut rendre confus un peu c'est quoi la définition de chacun. Un logement social et communautaire est vraiment une injection dans l'habitation qui fait du profit, mais qui va revenir à la communauté. Donc, le logement social respecte le 25 % du revenu d'une personne considérée à revenu modique. Donc, souvent, ce qu'on voit, ça peut être soit de type HLM, ça, c'est tout ce qui vient de l'Office d'habitation des villes. Il y a aussi les OSBL, des organismes à but non lucratif en habitation, logement social. Ça peut être des coopératives pour les aînés aussi. Donc, il y a 3 formes de logement social. Selon la règle émise par la Société d'habitation, un ménage locataire ne devrait pas consacrer plus que de 30 % de son revenu au paiement de son loyer. Pour un logement social, on demande à payer 25 % de nos revenus. Puis il y a quand même un déséquilibre assez important au niveau du logement social. Donc, le logement social et communautaire, comme je vous le disais, c'est les HLM, les logements subventionnés. Ça représente seulement 5 % de tous les logements qui existent en Mauricie. C'est pas beaucoup, parce que dans d'autres pays, dans certains autres pays, ça va jusqu'à 20, 30, même 40, 50 % de tous les logements alloués sont des logements sociaux. Donc, ici, en Mauricie, c'est à peu près 5 %. Dans certaines autres villes du Québec, ça va jusqu'à 8 à 10 % aussi. Donc, on a du chemin à faire pour avoir un certain équilibre, pour faire en sorte que tout le monde ait accès à quelque chose d'abordable. On avait besoin, en 2010, de 513 logements sociaux, et puis on avait juste en 2021, 113 de construits. Il en manque quand même beaucoup. Il y en a 200 quelques là, qui sont dans un circuit d'attente de financement, mais c'est encore loin du 513. Puis la crise, la donnée qu'on a, c'est en 2021. On le sait, là, depuis 2021, la crise, elle n'arrête pas d'augmenter au niveau des besoins de logement. Donc, l'investissement public au niveau du logement, c'est vraiment important. La crise du logement engendre aussi d'autres problématiques. Le Centre Le Havre, qui accueille des personnes en situation d'itinérance, doit s'adapter à cette nouvelle réalité. Nous, à notre niveau, on fait la différence entre les personnes en situation d'itinérance
et les personnes qui sont victimes de la crise du logement. Parce que dans nos services, depuis le début de la crise du logement, on reçoit de plus en plus de personnes qui n'ont pas d'abri. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont itinérantes, qu'elles sont en désaffiliation sociale. Donc je pense que déjà, il faut, à notre niveau, savoir faire la différence, puisque notre mission s'adresse principalement aux personnes vulnérables et en situation de rue. À partir du moment où on a commencé à comprendre quels étaient les impacts de la crise du logement sur les personnes avec lesquelles on travaille, c'est-à-dire que progressivement, ces personnes-là n'allaient plus avoir accès au logement ou aux ressources d'hébergement chez les bailleurs privés pour pouvoir se loger. On a vu dans nos ressources un nombre de personnes nouvelles rejoindre nos ressources. On vit présentement une très grosse crise du logement au Québec. Ça a des impacts vraiment importants sur la population en situation d'itinérance parce que cette population-là vit majoritairement sur l'aide sociale. Donc, le montant minimum, c'est 820 $ et des chambres à 350 $, 400 on en voit de moins en moins, presque plus. Donc, ça fait en sorte que les gens, s'ils choisissent d'investir dans un logement, ils n'ont plus assez d'argent pour combler le reste de leurs besoins de base, ce qui fait en sorte que plusieurs personnes se retrouvent à la rue en raison de la crise du logement. Le problème, c'est que les gens restent de plus en plus longtemps dans nos ressources parce qu'il n'y a pas de porte de sortie. Donc, par exemple, quelqu'un qui, tout son plan d'intervention, il est terminé, il a réussi ses objectifs qui s'étaient fixés, il va super bien, il est prêt à réintégrer un logement, mais il n'y a aucun logement disponible. Donc, ça fait en sorte que son séjour s'allonge, puis le sentiment de découragement, de désespoir peut revenir. Donc, finalement, ça crée préjudice à la personne, le fait de ne pas avoir d'option de sortie une fois de l'hébergement ou de la situation d'itinérance en tant que telle. Finalement, ce que ça apporte, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont plus vulnérables, qui veulent faire une demande, mais qu'il n'y a pas de place, parce que les places sont occupées par des gens qui seraient prêts à quitter. Les personnes qui ont la chance d'avoir un logement ont des obligations, mais elles ont aussi des droits. Ces derniers sont encadrés par le tribunal administratif du logement. Par contre, pour faire respecter ces droits, il faut d'abord les connaître. Et à travers ça, on a encore beaucoup de propriétaires qui vont chercher à tirer profit de la crise du logement en augmentant encore davantage les loyers. Mais les locataires ont le droit de refuser une hausse de loyer, d'autant plus si elle est abusive. Et ça ne met pas en péril leur maintien dans les lieux. Ils ne seront pas évincés parce qu'ils se sont opposés à une augmentation de loyer. Cependant, le propriétaire pourrait demander au tribunal de faire fixer le loyer, puis là, il devra présenter toutes les preuves nécessaires pour qu'un juge puisse prendre une décision qui est juste, là. Il y a des locataires qui ne sont pas au courant de ce droit-là, de refuser une hausse de loyer. Est-ce que dans tes autres logements, tu as déjà eu... un propriétaire a déjà enfreint tes droits, par exemple, justement, aller chez vous alors qu'il ne t'a pas averti, des choses comme ça. Est-ce que c'est déjà arrivé? Ça, c'est arrivé plus dans un logement à Longueuil. Avant que je commence à travailler, justement, c'était un petit logement, petit 3,5 dans un sous-sol noir. Il fallait allumer lumière à longueur de journée. Puis c'est ça, là, quand il y avait affaire dans le logement, ben il y avait les clés. Fait qu'il rentrait, puis il me le disait qu'après qu'il avait rentré chez nous pour telle ou telle affaire. Est-ce que dans ce temps-là, tu as pris des actes en conséquence? Est-ce que tu es allé voir la régie? Est-ce que tu y en as parlé? Non, parce que je n'ai pas confiance en la régie. OK. Parce que, premièrement, ça prend des temps infinis pour avoir un rendez-vous. Puis, en fait, au bout du compte, on a l'impression d'être pire que c'était avant. Surtout contre un propriétaire. Donc, tu as peur un peu que la relation se dégrade puis que ce soit pire, que ta situation soit pire à cause de ça. Oui, parce que aucun propriétaire aime être traîné à la régie. Puis, c'est ça, ils ont les clés du loyer. Je sais qu'ils n'ont pas le droit d'entrer, mais qu'est-ce qu'ils nous disent qu'ils ne feront pas? Dans ma salle de bain, sur mon prélage, j'ai une place, ça renfonce. Il faut que je parle de ça. J'ose pas, je sais pas. On dirait que moi, je suis avec les autres, là, mieux je me sens. C'est comme si je vais les mettre loin, là, puis il y a assez de gestion de même. Puis l'autre fois, il disait, si vous ne placez pas votre auto, vous allez avoir une amende de 25$.
Là, j'ai dit, t'as une minute, là, tu mets des amendes là, parce que tu n'as pas tassé ton auto. L'autre fois, ils sont venus, ils n'ont pas appelé, ils ont rentré dans mon logement, puis ils ont fait... Je trouvais ça bizarre. Mais je ne vais pas à Régie parce que ça, j'ai compris pourquoi. Parce que j'étais un peu sensible. J'ai un problème de santé mentale, je suis porté à m'isoler. Puis s'il m'arrive quelque chose de contraignant, là, j'ai peur que ça m'affecte, puis qu'il faut que je me batte. Il y en a qui se battent, puis qui se battent, moi en couple, tout ça. Je sais pas si je serais capable d'affronter tout ça. Là. Je suis craintif un peu des désordres que ça peut apporter, là, quand même. Je veux pas... Je veux pas me mettre dans une situation... Là, j'entends du monde ici, tu sais, à Régie, puis c'est un combat quasiment, là, puis... Il faudrait que je sois accompagné, tu sais, peut-être. Être accompagné, peut-être ça ira mieux, puis c'est une façon de... Ou être préparé, ou être... Je sais pas comment ça marche aussi, tu sais. Mais ce qu'on remarque aussi dans les dernières années, c'est une crainte à faire valoir ses droits, même par rapport à une hausse de loyer qui serait hautement abusive. On entend là, un discours qui revient de plus en plus, c'est si je refuse ma hausse de loyer, je la conteste, est-ce que le propriétaire va au tribunal? Est-ce que mon nom va apparaître dans un jugement? Est-ce que ça va nuire à ma future recherche de logement? Et ça, c'est quelque chose qu'on n'entendait pas auparavant, beaucoup moins en tout cas, ou en tout cas pas par rapport à une hausse de loyer, parce que c'est un droit quand même assez... C'est un droit fondamental de pouvoir refuser une hausse de loyer abusive. Aucun locataire devrait avoir à accepter ça. Mais il y a une grande crainte par rapport à ceci. Puis les propriétaires aussi font beaucoup de pression. Ils vont dire, bien, si tu n'acceptes pas mon augmentation de loyer, je vais reprendre le logement. Je vais mettre un membre de ma famille là, tu vas devoir t'en aller parce que moi, bon, ben, j'ai des frais à payer. Tu ne payes pas assez cher par rapport à la moyenne du marché. Les locataires vivent beaucoup de pression actuellement par rapport aux hausses de loyer. Il y a certains nouveaux propriétaires qui vont tenter de convaincre les locataires de quitter le logement parce qu'ils viennent d'acquérir l'immeuble puis que le bail n'est plus valide, ce qui est totalement faux. Le bail est toujours valide au même montant, pour la même durée, peu importe si on change de propriétaire. Mais aussi, ce qu'on constate beaucoup, c'est que les propriétaires vont dire « Bon, tu as besoin de réparation. » Le locataire est bien d'accord avec ça, mais j'en ai tellement à faire qu'il va falloir que tu quittes. On doit casser le bail parce que moi, je vais tout refaire à neuf, puis tu dois t'en aller. Et beaucoup de locataires ont l'impression qu'en effet, ils ne peuvent plus rester dans le logement à cause de travaux majeurs, mais encore une fois, c'est faux. Il pourrait y avoir peut-être une relocalisation temporaire, c'est-à-dire que le locataire ne peut pas habiter le logement pendant les travaux parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas d'électricité pendant un certain temps, donc il ne pourra pas mener une vie normale dans l'appartement, mais on parle de relocalisation temporaire et aux frais du propriétaire. Et ensuite, quand le logement est de nouveau habitable, le locataire a le droit de revenir. Toujours au niveau du maintien dans les lieux, les reprises de logement pour y mettre soit un membre de sa famille en tant que propriétaire ou s'y loger soi-même. Beaucoup de locataires ne sont pas nécessairement conscients qu'ils peuvent refuser une reprise de logement et à ce moment-là, c'est le tribunal qui doit évaluer est-ce que c'est un projet qui est crédible, est-ce que le propriétaire est de bonne foi dans sa reprise de logement puis que ce n'est pas un autre prétexte pour évincer le locataire, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas le droit encore. Ils les connaissent à peu près, mais certains droits là, qu'on peut... Il faudrait justement qu'Infologie ou viennent pas juste dans des organismes comme nous autres, qui aillent, je ne sais pas, fassent des réunions ailleurs, dans un sous-sol d'église, ou pour informer les droits des gens dans un logement. Pour atténuer les effets de la crise du logement, il est primordial de trouver des solutions concrètes pour que chaque personne puisse vivre en sécurité. Il y a plusieurs solutions à la crise du logement. Selon nous, le premier élément, c'est une injection massive dans le logement social. Le deuxième, ça serait aussi s'assurer d'avoir des mesures de protection pour le locataire. On sait que, bon, il y a eu une nouvelle loi, 31, qui a été émise. Pour nous, il y a plusieurs lacunes à cette loi-là. Entre autres, il n'y a rien qui a amené, en fait, là, la spécification d'un registre des baux qui s'assurait qu'il y ait un contrôle des loyers. Est-ce qu'on peut faire appliquer les lois? Par exemple, le registre des loyers, ça, c'est vraiment nécessaire parce que c'est un axe qui permet de défendre les droits des locataires, de savoir c'était quoi le prix dans les derniers mois, les 12 derniers mois d'un logement. Donc, les propriétaires doivent afficher ça. Il y a des règlements qui existent, il y a des lois qui existent qui ne sont pas appliquées. Le projet de loi 31 est un projet de loi qui est débattu depuis un certain temps, mais qui a été adopté officiellement en février 2024, donc c'est tout récent. Ça vient changer quelques règles, en effet, au niveau du logement.
Cependant, pour nous, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les locataires, dans un sens que ce n'est pas la loi 31 qui va régler la crise du logement puis toutes les problématiques vécues par les locataires. Le premier point auquel on sait les groupes de défense des droits des locataires sont fortement opposés, c'est au niveau de la cession de bail. Peut-être je vais essayer d'être bref. Faire un bref historique de la cession de bail, c'est la possibilité pour un locataire de rompre un contrat de location, un bail, en cours de route. Donc, disons que le renouvellement du bail est passé, mais le locataire doit quitter. Pour ne pas avoir à assumer tous les mois restants jusqu'à la fin du bail pour quitter, la cession de bail existe. Donc, à ce moment-là, je dois trouver un locataire qui est en mesure de payer le loyer et ensuite, je transfère toutes mes responsabilités à ce nouveau locataire-là. Donc, je n'ai plus de responsabilité avec le bail est transféré. Et les propriétaires ne peuvent pas s'opposer à moins de motifs sérieux, souvent la solvabilité du locataire, du potentiel locataire. Et ce qu'on a vu comme phénomène, c'est que la cession de bail a été, surtout avec l'ampleur de la crise, de plus en plus utilisée comme manière de se solidariser avec les locataires. C'est-à-dire, mettons que moi, j'ai un logement on va dire abordable, j'ai un 4,5 à 600 $ et je vais quitter. Je sais que quand je vais quitter, mon propriétaire ne va pas l'augmenter à 620 $, comme il aurait le droit par rapport aux critères de fixation, mettons. Et à ce moment-là, les locataires vont dire, je vais renouveler mon bail et je vais le céder à quelqu'un. Comme ça, je suis certaine de conserver mon loyer abordable et d'en faire profiter quelqu'un d'autre, parce que les loyers sont beaucoup trop chers actuellement. Et le gouvernement, lui, a vu ça comme étant, ce n'est pas aux locataires de faire un genre de contrôle des loyers, ce n'est pas à eux de gérer ça. Donc maintenant, le projet de loi 31 permet aux propriétaires de refuser pour tout autre motif et en contrepartie d'offrir la résiliation du bail. Donc maintenant, en tant que locataire, je ne peux plus forcer une cession de bail. Le propriétaire pourrait dire non, je ne veux pas que tu cèdes ton bail, on va le résilier à la place. Oui, ça libère le locataire de ses responsabilités, mais en contrepartie, on perd encore du logement abordable. La crise, pour nous, ce n'est pas juste l'accessibilité ou le nombre de logements accessibles. C'est aussi l'impact sur tout ce qui se passe dans les habitats qui sont dits négligés, insalubres. Donc, pour nous, il n'y a pas de plan directeur. Les municipalités n'ont pas assez de pouvoir également aussi pour développer de nouveaux projets. Donc, c'est sûr qu'un code du logement, pour nous, ça serait... une bonne fin en soi là, pour s'assurer que, on aille des directives, là, puis qu'on puisse compter sur ces directives-là pour assurer qu'il y ait aussi des mesures de punitifs. Dans le cas de Trois-Rivières-Shawinigan, on a beaucoup de bâtiments qui sont en décrépitude, qui vont se retrouver en situation de dangerosité. Puis à la dernière minute, on va avoir des expulsions, là. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est une problématique. Il n'y a rien qui encadre ça au Québec. Quoi faire pour solutionner ce problème-là, finalement? Bien, il faut trouver des manières de réguler le marché privé, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut réglementer, par exemple, toute la question des Airbnb pour faire en sorte que tout ne se transforme pas en Airbnb puis que notre monde ait accès à la propriété? On a aussi tout ce qui est les formes de mesures gouvernementales d'aide aux locataires. Donc, moi, je crois que, puis on en a parlé souvent avec les groupes nationaux, c'est s'assurer qu'on a des allocations aux ménages locataires qui excèdent le 30 %, comme on avait dit, du revenu pour s'assurer que la personne puisse ne pas s'appauvrir, là. Si aujourd'hui, tu devais te trouver un logement, ça serait quoi ta solution avec la hausse des logements puis la rareté des logements? Qu'est-ce que tu ferais pour te trouver un logement? J'ai pensé à cette question-là. Qu'est-ce que je ferais? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y en a pas de logement. Il n'y a pas de disponibilité. Tu cherches un logement, mais tu peux être plusieurs sur le même logement à surenchérir peut-être le même. Puis s'il faudrait que je sois absolument obligé, mais peut-être je déménagerais. Je déménagerais en République dominicaine. J'espère de ne pas avoir à perdre mon logement parce que je me dis, comme là, j'aimerais avoir un 4,5, mais parce que ma fille reste en dehors, puis mon garçon aussi, pour les recevoir quand ils viennent à la maison. Mais tant que je ne serais pas obligée de déménager, j'aime mieux garder. J'ai confiance en mon propriétaire, puis
Je me dis, je pourrais pogner pire. Un propriétaire qui répare pas, un propriétaire qui rentre chez vous n'importe quel temps. Lui, il m'appelle quand il y a une réparation à faire pour que je sois là. Fait que je souhaite de ne pas avoir à perdre mon loyer. Avoir un logement, c'est un droit. Mais c'est aussi beaucoup plus. C'est faire pleinement partie d'une communauté. Avoir un logement, c'est être quelqu'un quelque part, c'est de pouvoir s'exprimer, être soi-même dans un lieu, dans un espace, puis sentir aussi un sentiment d'appartenance à un lieu, à un territoire, à une communauté. Avoir un logement, c'est avoir une adresse, donc c'est avoir le droit de vote, c'est pouvoir recevoir son courrier, pour communiquer avec les autres, c'est pouvoir inviter des gens chez soi. Donc c'est être un citoyen comme les autres, puis être considéré aussi comme un citoyen et non comme une personne dans la rue à qui on ne dit pas bonjour. Donc, avoir un logement, c'est plus que répondre à un besoin, par exemple, de sécurité, mais c'est aussi ça offre une dignité à une personne. Je voudrais que les propriétaires retiennent que même si tu es sur l'aide sociale, là, je ne suis plus, là, mais même si tu es sur l'aide sociale, quand tu fais avoir un logement au-dessus de la tête, tu le payes. Et j'ai toujours payé. Mais on dirait que si, à cause que tu es une personne seule, une femme en particulier, puis sur l'aide sociale, que tu ne paieras pas ton loyer. Mais c'est le contraire. Ça peut devenir la meilleure locataire qu'ils n'ont pas.